Bonjour, bienvenue à notre troisième podcast nommé Projet COVID sur le décrochage et la motivation scolaire, animé par moi-même, Pétria Joad. Noémie Champagne et Axel Bender. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à nos côtés la psychologue du secondaire, Isabelle Forcier. Merci de votre écoute. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question. Dans le fond, on se demandait, est-ce que vous remarquez une différence entre les filles et les garçons au niveau de la motivation scolaire? En fait, je vous dirais que dans ma pratique au secondaire, la précision que je trouve importante de vous donner, c'est que l'école secondaire Bernard Gariepi, c'est une école de premier cycle. Alors, on reçoit des élèves de 12 ans à 14 ans en général. Et puis, la plupart, comme ils n'ont pas le 14 ans et qu'ils ne peuvent pas consentir par eux-mêmes pour recevoir des soins, la plupart de ces jeunes-là nous sont référés. Nous sont référés par d'autres intervenants à l'école, nous sont référés par des directions, par exemple, des techniciens en éducation spécialisée, des enseignants, des orthopédagogues. Donc, ils ne s'auto-réfèrent pas dans la majeure partie des cas. Alors, je vous dirais que la majeure partie des jeunes qui nous sont référés, la plupart du temps, sont des filles, mais je remarque par contre que cette année, on a plus de garçons qu'à l'habitude, mais les filles demeurent quand même majoritaires dans les élèves qui nous sont référés. OK, parfait. Puis est-ce que, dans le fond, le fait qu'il y ait plus de garçons, ça a un rapport avec peut-être la pandémie ou c'est juste comme ça que vous avez remarqué une hausse en tant que telle? Bien, en fait, c'est un petit peu difficile à savoir parce que les motifs de consultation sont tellement variés que c'est difficile d'isoler pour certaines variables. Mais je vous dirais que dans les garçons qui nous sont confiés, le niveau de dysrégulation au niveau comportemental, c'est-à-dire les enjeux, les conduites plus perturbatrices, elles sont plus importantes cette année. OK. Donc, je réponds pas, je suis consciente que je ne réponds pas de façon très adéquate à la question que vous m'adressez, en fait. Donc, c'est difficile pour moi de le cibler précisément, mais en fait, dans la proportion de garçons qu'on nous réfère, les difficultés de comportement, elles sont plus importantes. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Je me demandais, depuis la pandémie, est-ce que vos heures de travail ont augmenté? Puis si oui, de combien d'heures? En fait, j'ai trouvé la question très difficile à répondre, je vous confierai, parce que les journées, elles filent assez rapidement. Mais je vous dirais, en général, ça m'a permis de m'arrêter et de poser un regard réflexif sur les dernières semaines de pratique. Puis je vous dirais qu'en général, les journées, elles sont plus longues qu'habituellement. Donc, on commence plus tôt, on termine plus tard. Puis ça représente en général entre 5 et 8 heures de travail supplémentaires par semaine. Donc, ça implique que ou parfois on débute un petit peu plus tôt ou on termine beaucoup plus tard. Je pourrais vous parler un petit peu plus tard d'un projet spécial qu'on a à l'école Bernard Gariepi où on a un groupe de soutien pour des jeunes anxieux qui se déroule à l'heure du dîner. Donc, toute la période du dîner, elle est consacrée là, pour ces élèves-là aussi. On a des surveillances midi aussi qui s'ajoutent. On doit tenir compte aussi de la disponibilité de certains parents qui ont des disponibilités ou très tôt le matin ou après leurs heures de travail. Je vous avouerai qu'en général, plus les tâches de préparation qu'on fait aussi le week-end, c'est en majeure partie du temps. Je pense que c'est une bonne estimation que de 5 à 8 heures de plus par semaine, je dirais. Parfait. Est-ce que ça a été difficile personnellement, cette augmentation d'heures ou ça a été correct? Est-ce qu'on répond politiquement correct ou pas? En fait, je vous dirais que le contexte de travail dans lequel on est présentement, c'est un contexte de travail qui est très, très inhabituel. Juste pour vous donner une petite idée de notre clientèle, normalement, on a des activités pour favoriser la transition du primaire au secondaire, puis on accueille nos jeunes longtemps à l'avance. On a des rencontres qui se font aussi également avec les parents, ce qui fait qu'il y a un travail qu'on fait de préparation qui nous dispose à mieux accueillir les jeunes.
Beaucoup de ces jeunes-là étaient au primaire l'année dernière puis n'ont pas réintégré l'école dans 50% des cas. Donc, ils n'avaient pas remis les pieds dans une école depuis le mois de mars l'année dernière, ce qui faisait plusieurs mois pour certains. Alors ça, ce que ça fait, c'est que pour nos jeunes qui étaient anxieux puis qui restent à la maison, ils ne faisaient pas face à leurs stresseurs, puis ils en sont arrivés à passer du bon temps à la maison. Pour les jeunes qui avaient des difficultés de comportement, c'était plus difficile. Alors, quand ils nous reviennent, on a rapidement eu beaucoup plus de références, beaucoup plus de jeunes qui sont légèrement plus anxieux ou qui avaient certains symptômes dépressifs. Donc, je vous dirais que la charge de travail, elle est vraiment beaucoup plus lourde. Alors, est-ce que le fait d'allonger les journées m'indispose? Je vous dirais que non, parce qu'on veut rendre un bon service. On a aussi un code de déontologie en psychologie qui nous oblige à avoir une rigueur, un suivi, tout ça. Donc, c'est lourd. Je vous dirais que j'espère que la pandémie aura une fin à un moment donné, qu'on va arriver à un rythme un peu plus décent, mais ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de collaboration, puis beaucoup d'abnégation dans certains cas. Alors, il faut être très, très vigilant, très à l'écoute aussi, puis éviter de développer un syndrome là, de fatigue de compassion, disons-le comme ça. Avant la pandémie de la COVID-19, vos heures de travail ressemblaient à quoi à peu près? Vous faisiez combien d'heures par jour, par exemple? Bien, en fait, normalement, une tâche de psychologue en milieu scolaire, dans notre centre de service scolaire, bien, c'est une tâche de 35 heures. Donc, c'est 7 heures par jour de travail. Mais je vous dirais que dans les dernières années, en fait, ça peut avoir l'air syndicaliste ou revendicateur, ce que je vais faire, puis ça n'a rien à voir avec les moyens de pression actuels. Mais le tableau que je vous brosse, c'est celui-ci, c'est que dans notre centre de service scolaire, il y a 4 psychologues qui travaillent à temps plein. Donc, ça représente 20 heures en termes de pourcentage là, de travail offert pour nos écoles. Et on a 14 écoles primaires et 2 écoles secondaires desservies par 4 humains. Vous me suivez? Ce qui fait qu'on a très peu de temps dévolu pour chacune de nos écoles. Puis on a quand même plusieurs milliers d'élèves et d'étudiants de secondaire à desservir aussi. Alors, avec le temps, la charge, elle est très, très importante. Puis je vous dirais, c'est préoccupant, pas juste dans notre centre de service scolaire, mais en général, dans la fonction publique. Les derniers reportages qu'on regardait, par exemple, à TVA dans les dernières semaines, laissent entendre qu'ils pouvaient avoir des délais de prise en charge qui allaient de 6 mois à 2 ans pour obtenir des services en psychologie dans le secteur public. Puis quand j'entends secteur public, c'est dans les écoles, c'est dans les CLSC, dans les centres hospitaliers. Donc, l'accessibilité aux services, c'est vraiment pas évident. Donc, ça crée une charge très, très importante. Certains parents nous reviennent en disant qu'ils ont les ressources, qu'ils veulent aller consulter au privé, par exemple, mais même certains psychologues qui exercent en cabinet privé n'inscrivent même plus d'enfants ou d'adolescents sur leur liste d'attente parce qu'ils ne suffisent pas à la tâche non plus. Donc, en termes d'accessibilité pour les services en psychologie, pour le domaine public, parce que je vais parler de ce que je connais, là, je suis en pratique publique, pas en pratique privée, les délais de prise en charge, ils sont vraiment trop longs, malheureusement. Puis ça, bien, pour revenir un peu sur la question précédente, je vous dirais que cette pression-là indue de répondre rapidement à la demande, bien, ça amène à la surcharge de travail, effectivement. Parfait, merci. Mais moi, j'aurais une question. En fait, j'aurais comme 2 questions, parce qu'il y a comme une sous-question dans la question. Je veux savoir, là, dans le fond, ça fait combien de temps que vous exercez comme psychologue? J'ai obtenu mon permis en 1999. Puis dans le fond, est-ce que vous remarquez une différence entre les premières années, mettons les 10 premières années que vous travaillez et maintenant? Dans le fond, est-ce qu'on parle beaucoup d'une hausse, mais est-ce que justement, c'est depuis comme juste quelques années ou ça a toujours été un peu comme un manque dans le fond, au niveau des services de psychologie, justement, qu'il y avait trop de personnes? Bien, en fait, dans notre centre de service scolaire, entre le début de ma pratique, parce que j'ai fait d'autres centres de service scolaire, donc d'autres commissions scolaires avant d'être ici. J'ai travaillé à la commission scolaire de Montréal, à la commission scolaire de Laval, à la commission scolaire des Trois-Lacs aussi.
les besoins en psychologie ont toujours été très, très importants. On n'a jamais été au-dessus de nos affaires dans le sens où, dans chacune de ces centres de services scolaires-là, on était affecté à plusieurs écoles. C'est sûr que chez nous, c'est une réalité qui est particulière parce qu'on est un grand territoire, mais très peu densément peuplé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de petites écoles. Donc, on a une réalité qui est quand même particulière, la plupart qui sont en milieu rural aussi. Alors, je vous dirais que ce qui a le plus changé dans ma pratique, ce sont les mandats qu'on nous donne. Puis, je vous dirais aussi par rapport aux clientèles, parce que on remarque avec les indices de défavorisation qu'il y a beaucoup plus de vulnérabilité, de facteurs de risque chez nos populations, chez les tout-petits, en fait. Puis ce qu'on remarque également, c'est que, comment je le formulerai adéquatement, c'est qu'en fait, il y a parfois dans certains milieux où il n'y a pas plus de situations difficiles, où on n'a pas plus de jeunes vulnérables, mais ceux qui le sont plus lourdement atteints, par exemple, où les dynamiques sont plus complexes puis elles sont plus lourdes. Il y a certains diagnostics qu'on donne plus facilement ou qui ont plus de prévalence, donc il y en a plus qu'à l'avance. Fait que oui, ça met une charge de travail supplémentaire. Mais je dirais que c'est très variable selon les milieux où on se trouve, sur les rôles et mandats qu'on nous demande de rencontrer aussi, ça va avoir un impact sur le travail. Mais c'est sûr que je ne pratique pas la psychologie scolaire maintenant comme il y avait au départ, selon les mandats qui nous étaient donnés. Sinon, on se demandait comment la pandémie de la COVID-19 influence-t-elle les élèves de secondaire 1 et 2? En fait, c'est que je vous dirais qu'en général, dans le contexte actuel, puis surtout à travers le confinement, en fait, il y a beaucoup de restrictions qu'on impose à nos adolescents. Une réalité qui est très différente chez nous cette année, c'est que les groupes sont fermés. Avant, au secondaire, on pouvait être dans une classe, par exemple, en éthique et culture religieuse avec certains élèves. Ensuite, on s'en va dans notre cours d'histoire, puis on est avec d'autres élèves. En mathématiques, en français, on va être avec d'autres. En raison des mesures pandémiques, cette année, nous avons des groupes fermés, donc c'est le même groupe d'élèves qui se suit dans l'ensemble de leur matière. Donc, il y a ça aussi qui est différent. Le soutien scolaire qu'on amène aux élèves, il est réduit cette année parce que, étant donné les bulles classe, les liens, on peut moins faire de rattrapage, moins faire de récupération. On n'a pas de classe de soutien pédagogique pour nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Les activités parascolaires sont extrêmement restreintes aussi également. Les sports d'équipe, vous le savez, sont arrêtés. On a eu le couvre-feu, l'impossibilité de fréquenter les amis le soir, les fins de semaine. Alors, c'est sûr que pour nos jeunes ados, la perte des repères sociaux, elle est importante. Beaucoup de repères sociaux sont chamboulés de par ces mesures-là aussi, puis également leur motivation à travers tout ça. Donc, il y a une certaine forme de lassitude qui s'installe. Puis, ça fait des mois et des mois qu'on demande à nos adolescents de faire des compromis à travers tout ça. Puis, on peut dire que leur capacité d'adaptation, elle a été mise à rude épreuve à ce niveau-là. Donc, on sent les effets au niveau du bien-être psychologique ou de la santé mentale de nos jeunes aussi, puis également sur leur scolarité, parce qu'on remarque qu'on a beaucoup plus d'élèves à risque d'échec scolaire et des élèves qui sont en échec scolaire aussi ou qui accumulent des retards. Donc, si j'essaie de résumer tout ce que je vous amène, pour moi, l'explication est simple. C'est comme l'école, la vie scolaire, puis la majeure partie des centres d'intérêt de nos ados, c'est ça qui les structure, en fait, dans le développement de leur identité, de leur personnalité. Puis c'est vraiment une étape cruciale de leur vie pour ça. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'en ce moment, bien, tous ces repères-là ont un peu pris le bord dans leur réalité, là, dans leur vie de tous les jours. Donc, je vous dirais que c'est à peu près, en gros, l'influence plus générale qui serait marquée chez les uns. Puis ça va avoir aussi un impact sur le type d'accompagnement qu'on va leur donner en psychologie parce que, tu sais, on essaie de leur donner un espace pour les écouter, pour qu'ils soient reçus dans les malaises qu'ils ressentent également parce qu'ils ont besoin de ventiler, ils ont besoin aussi qu'on valide comment ils se sentent dans ce contexte-là très, très particulier. Donc, déjà là, d'avoir un effet... Ça a un effet thérapeutique de normaliser les émotions qui peuvent être ressenties à ce moment-là. Donc, il faut vraiment travailler fort pour
les inciter à les mettre en action, de les amener à se concentrer sur les aspects sur lesquels ils peuvent avoir du contrôle aussi. Ça, bien, ça commence par adopter de saines habitudes de vie. Tu sais, quand on demande quelque chose qui a changé, bien, au niveau des habitudes de vie des ados, ça a vraiment changé. Tu sais, on essaie de les investir dans peut-être des activités ou des loisirs qui étaient différents, de leur permettre de rester actifs, tu sais, courir, s'entraîner, peut-être apprendre une nouvelle langue, s'orienter vers autre chose, mais c'est un peu en gros le type d'impact que ça a au niveau du bien-être psychologique ou de la santé mentale des jeunes. Donc, on essaie d'essayer de mieux structurer leur horaire aussi, puis d'essayer de rejeter le plus possible les comportements d'évitement qui, eux autres, vont générer un peu plus d'anxiété dans ce contexte-là. J'imagine qu'au début de la pandémie, puis tout, ça a été une grosse adaptation, puis tout, mais est-ce que vous voyez une amélioration depuis justement toutes les mesures que vous avez mises en place pour essayer de les encadrer et tout depuis ce temps-là? Ou... Bien, c'est sûr que le fait d'avoir un cadre plus structurant, c'est très rassurant pour beaucoup d'élèves. Là, la réponse que je m'apprête à vous donner, elle n'est pas scientifique du tout. Ce sont plus des observations dans mon quotidien, dans la mesure où je suis dans cette école-là, secondaire-là, 3 jours par semaine, en fait. Je vous dirais que c'est comme, j'appliquerais grosso modo la règle du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Dans le fond, on a 1 tiers de nos jeunes qui fonctionnent très bien, même certains qui vont mieux que comment ils étaient, que la pandémie leur a permis de faire toutes sortes d'apprentissages puis de se développer à d'autres niveaux. Donc, c'est pas vrai que la pandémie a un impact. Tu sais, c'est un peu des généralités que je vous apporte, mais on a vraiment 1 tiers de jeunes qui fonctionnent vraiment très bien, qui réussissent à s'engager. Certains ont même eu la chance d'avoir peut-être un job d'été ou un travail d'étudiant plus tôt que prévu dans leur parcours. Ce n'est pas nécessairement négatif tout ça. Fait que je vous dirais 1 tiers de nos jeunes qui vont bien en général. 1 tiers de nos jeunes, je vous dirais, qui est un peu plus fragilisé dans la mesure où, bien, à un moment de leur cheminement durant l'année, durant l'étape, vont être appelés à vivre peut-être un stress plus important, une préoccupation parce que ça va moins bien dans une matière, une rupture amoureuse qui fait en sorte que les techniques pour rencontrer quelqu'un d'autre virtuellement, ce n'est pas toujours gagnant pour chacun. Vous me suivez, ce qui fait qu'on a 1 tiers peut-être de jeunes qui, à un moment ou à un autre, vont être fragilisés, mais vont développer des stratégies de coping ou d'adaptation ou vont accepter de recevoir de l'aide, un tuteur à l'école, un ami, un voisin, un coach avec qui il a gardé contact. Ces jeunes-là vont y arriver, mais on a quand même un pourcentage de jeunes, je dis 1 tiers, ça peut être 25 20 là, je ne connais pas, on n'a pas fait de sondage à ce niveau-là auprès de nos jeunes, mais aussi ce tiers-là de jeunes qui ne va pas nécessairement. Peut-être certains étaient fragilisés avant, puis la pandémie est peut-être juste venue exacerber une difficulté qui était déjà là avant, mais on en a qui, malgré la structure qu'on a, bien, de se conformer aux règles, ça demeure difficile. D'être capable d'assister avec assiduité à leurs cours, ça demeure difficile. Les enjeux sociaux, bien, ils peuvent tricher puis revoir des amis puis se ramasser quelque part pour enfreindre les règles. On en a quand même de ces jeunes-là qui arrivent. Des jeunes aussi qui, de par le fait que certains cours ont été en ligne quand les écoles ont été fermées en janvier, puis que là, ils se voient à travers un écran, puis qu'ils s'exposent devant d'autres élèves, s'exposent aux commentaires des autres élèves, bien, de se voir, bien, au niveau de l'image de soi, ça peut avoir eu un impact négatif pour certains. Certains qui ont surinvesti les réseaux sociaux, donc qui s'exposent aussi à la critique, aux commentaires, donc à la médisance, parfois même, ça va jusqu'à de l'intimidation, ça va jusqu'à tenir des propos dégradants dans certains cas. Fait qu'on a quand même un pourcentage de jeunes pour lesquels le contexte actuel n'est pas favorable, mais pas du tout. OK, parfait. On se demandait aussi, dans le fond, en quoi les enseignants peuvent avoir une influence sur les élèves à risque de décrocher un parcours scolaire ou des élèves plus démotivés. Vous savez que c'était la question préférée que j'avais dans notre pré-rencontre. C'est vraiment une très, très bonne question. En fait, à mon avis, les enseignants et les enseignantes ont un rôle prépondérant à jouer pour soutenir la motivation scolaire de leurs élèves.
Puis, je pense que parfois, ils sous-estiment le pouvoir d'influence qu'ils peuvent avoir sur leurs élèves ou sur leurs étudiants à risque de décrocher au cours de leur parcours scolaire. Parce qu'on ne se réveille pas un matin en disant aujourd'hui, drop out, puis c'est terminé pour moi. C'est souvent dans un long processus. Puis, on essaie de les sensibiliser dès le parcours des jeunes au niveau du primaire. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger le pouvoir d'influence des enseignants puis le rôle vraiment prépondérant qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là. Puis, j'ai sorti la littérature, elle abonde beaucoup là, dans ce sens-là. Là, il y a Michel Janos, qui est un chercheur de l'Université de Montréal, qui a vraiment étudié cette question-là avec beaucoup, beaucoup d'acuité. Donc, je vais vous faire un peu la liste, à mon sens, soit dans mon expérience ou aussi dans les résultats de ces recherches, ce qui va venir influencer de par la pratique des enseignants, c'est tout ce qui va toucher les contenus pédagogiques puis les pratiques aussi. Donc, les techniques que les enseignants vont utiliser, comment ils vont varier leur présentation, comment ils vont favoriser les apprentissages, comment ils vont soutenir les jeunes dans leur classe, les stratégies qui vont être enseignées, comment ils vont réactiver les connaissances antérieures. Ça a un impact très important sur la motivation aussi. Le temps qu'ils vont consacrer à l'enseignement, parce que je comprends que d'écouter une vidéo de temps en temps, ça peut être motivant de transmettre des contenus différemment, mais pas juste de donner des contenus, mais vraiment d'enseigner pour s'approprier la matière, pour que ça fasse sens, que ça se greffe à des connaissances antérieures. Donc, l'enseignement est vraiment très, très important. L'attitude que les enseignants vont avoir à l'égard de leurs élèves, est-ce que les enseignants croient au plein potentiel de leurs élèves? Fait qu'il y a quand même une étude en psychologie qui a été réalisée sur les autoprophéties qui s'auto-réalisent, puis on met un enseignant devant son groupe, puis on leur dit, écoutez, ça va être une méchante tâche cette année, on vous a donné le pire groupe de l'école, puis à l'autre prof, on va lui dire la même chose, ce sont les mêmes élèves, mais on va leur dire, écoute, tu as une classe d'élèves doués, puis vous comprenez, ce sont les mêmes élèves dont on parle, mais ceux pour lesquels on va croire dans le potentiel, ces élèves-là réussissent mieux à la fin de l'année que ceux pour qui on avait dit que c'était des cancres, en fait. Donc, il y a vraiment tout un impact sur est-ce que l'adulte devant ces jeunes-là croit en leur potentiel, croit en leurs possibilités, est-ce qu'ils vont être en mesure d'apprendre? Donc, l'attitude que les enseignants ont à l'égard de leurs élèves, c'est vraiment très, très important. Le soutien que ces enseignants-là vont apporter aux élèves qui sont en difficulté, ça compte aussi. Donc, d'être capable d'être à l'écoute, de comprendre les difficultés, de comprendre ce qui fait défaut, de reprendre les apprentissages où c'était plus difficile, ça compte. Il y a tout ce qui va toucher la gestion de classe aussi, qui a un impact sur le bien-être des élèves, sur leur motivation, sur leur réussite. Donc, ça prend une gestion efficace des comportements en classe, des règles qui sont claires, qui sont appliquées avec discernement, avec équité aussi, ça a beaucoup d'importance. Puis, ça prend aussi des enseignants qui sont très impliqués quand il y a une situation de crise, quand un élève vit une situation particulière ou difficile, il ne faut pas se défiler, puis il faut être à l'écoute des besoins de l'élève également. Ce qui a aussi beaucoup d'impact, c'est quand les profs s'impliquent dans la vie active de l'école. Ça a toujours plus d'impact quand l'activité de volleyball midi, elle est animée par le prof de géographie ou par l'enseignante de français que par quelqu'un qui vient de l'externe. Ça permet de créer des liens plus étroits avec tout ça, donc de s'impliquer dans la vie active de l'école, que ce soit dans un comité, dans les décisions qu'on a à prendre, c'est très important. Quand les enseignants collaborent avec les ressources communautaires également, quand il y a une collaboration qui se fait, par exemple, avec la Maison des jeunes, puis qu'on se préoccupe pour un élève, donc d'être un bon agent de liaison à travers les différentes ressources, ça compte également. Puis pas du tout négliger l'aspect collaboration école-famille. Quand un enseignant donne des informations en temps opportun à un parent qui s'inquiète parce que les devoirs ne sont pas remis, par exemple, parce que les travaux ne sont pas là, parce que le niveau d'assiduité n'est pas bon, mais ça permet d'offrir un meilleur encadrement à l'élève. En fait, ce sont tous des facteurs qui vont donner, dans le fond, un environnement socio-affectif, socio-pédagogique sain, soutenant pour l'élève. Parfait. Puis, dans le fond, mais j'avais déjà entendu dire ou j'avais déjà vu dans des études, je ne suis pas sûre, là, mais que dans le fond, tantôt, on a parlé de gestion de classe, là, justement, que ça avait un impact. Mais est-ce que, parce que j'avais déjà vu dans le fond que c'était bon de favoriser
favoriser, mettons, le bon comportement au lieu de défavoriser les mauvais comportements, exemple, les pénaliser, donner des récompenses, mettons. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça, il y a Steve Bissonnette, qui est un chercheur à l'UQAM, en fait, qui a beaucoup étudié cette question-là. Donc, si vous avez besoin là, de données là, probantes à cet effet-là, il y a eu plein de méta-analyses qui ont été faites là-dessus. Dans le fond, la technique dont on parle, l'approche ou le paradigme dont il est question ici, c'est le SCP, qui est le soutien au comportement positif. Alors, ce qui va avoir beaucoup plus d'impact, c'est chaque fois qu'on va valoriser, qu'on va renforcer le comportement attendu. C'est-à-dire que si on souhaite que l'élève fasse telle chose au niveau de la gestion de classe, par exemple, mais si les règles elles sont énoncées clairement, qu'elles sont constantes, qu'elles sont conséquentes, qu'on a fait des pratiques du comportement qui est attendu de la part des élèves et qu'à chaque fois, au lieu de dire à Mathieu, ben, tu parles, il faut que tu lèves la main avant que tu parles, puis de le punir parce que ça fait 4 fois qu'on lui dit qu'il n'a pas levé sa main pour parler, ben, à la place, ben, on va dire à Mathilde, je te félicite, tu as levé la main pour parler. On va dire à Samuel, ben, Samuel, c'est formidable, encore une fois, tu as levé la main. Donc, on est en train d'exprimer clairement le comportement auquel on s'attend. Puis chaque élève qui l'a adopté de façon autonome, puis volontaire, puis spontanée est renforcé pour le faire. Puis ça va peut-être dissuader Jonathan qui, lui, avait envie de répondre de façon impulsive ou Clara qui s'est dit, ben moi, je ne lèverai pas ma main, je vais le dire quand ça va me tenter. Fait que toute cette approche-là, c'est le soutien au comportement positif. Puis on a davantage tendance à avoir une attitude plus coercitive qu'à punir les comportements qui sont inadéquats ou qui ne sont pas appropriés, tandis que ben, on doit le faire. Donc, pour un commentaire négatif, ça prend 5 commentaires positifs. Puis ça fonctionne avec les ados. C'est pas juste avec les... Je vous ai donné des exemples au primaire, en fait, là, mais c'est une philosophie qui s'adapte très bien au secondaire également. Puis j'imagine aussi que, dans le fond, le fait de favoriser justement les bons comportements, ça peut avoir aussi un bon impact sur l'estime personnelle aussi de l'étudiant ou de la personne en tant que telle, justement, d'être favorisé sur ce qu'il fait de bon. Ben, en fait, c'est qu'on aime mieux quand les interventions sont positives, puis qu'on nous félicite, puis qu'on souligne un bon coup. C'est extrêmement valorisant plutôt que de se sentir... parfois, ça peut être aussi un peu humiliant. Je ne dis pas que l'intention, c'est d'humilier l'élève quand on le fait, mais plutôt de dire que sa question est tout à fait non pertinente, pas adéquate, puis ça ne va pas. Je ne pense pas que ça va donner le goût de l'élève de reposer une question semblable la prochaine fois, mais en même temps, cette question-là, peut-être qu'elle aurait pu servir à d'autres élèves. Elle a peut-être été maladroite dans sa formulation, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment de questions stupides, là. Donc, mais de dire, par exemple, que Sophie a pris le temps de poser une question, elle avait réfléchi avant de poser sa question, puis elle m'a aidé à mieux comprendre, à donner des explications supplémentaires, même à donner des ajouts, des précisions, bien, c'est sûr que Sophie, je pense que la fois suivante, elle n'attendra pas 15 minutes pour poser sa question, puis ça va lui donner le goût de la poser à nouveau, par exemple. Dans le fond aussi, on se demandait, là on vient de voir les impacts avec les professeurs sur l'étudiant, mais là on se demandait les impacts de la famille sur l'étudiant et sa motivation. Dans le fond, ça serait quoi les impacts qu'il pourrait avoir? Oui, il y en a plusieurs familiaux qui vont avoir un impact et qui vont venir influencer le développement, là, que ce soit d'un enfant ou d'un adolescent, puis qui va avoir des impacts sur la motivation également. C'est des biens et Chouinard, l'étude sur laquelle je me suis penchée pour pouvoir répondre à votre question. En fait, ce qui va avoir des impacts sur la motivation, c'est la situation sociale puis la situation économique de certaines familles. Certaines familles qui vivent dans un contexte de précarité ou dans un contexte d'isolement, qui n'ont pas beaucoup de soutien tout autour, ça a un impact sur la motivation de l'élève. Quand l'élève revient à la maison et qu'on n'est pas en mesure de lui fournir l'aide dont il a besoin, ça a un impact sur la motivation. Il y a aussi tout ce qui va toucher les pratiques parentales, en fait, le type d'encadrement qu'on va donner à l'enfant, la communication aussi, comment on va communiquer nos besoins, comment on va donner des explications pour lui permettre de comprendre. L'importance qu'on va accorder à l'éducation aussi peut avoir un impact sur le niveau de motivation. Je parle aussi du niveau de stimulation, pas juste stimulation pour les élèves du préscolaire en bas âge, mais stimulation aussi, qu'est-ce qu'on permet en termes
d'accessibilité à la lecture, d'accessibilité à des sources différentes, à du matériel pédagogique, à des jeux, à des activités particulières aussi, donc à des cours pour, par exemple, obtenir du tutorat ou des cours privés, par exemple, si on avait des difficultés particulières. Donc, ça a un impact. Le soutien que les parents sont prêts à apporter à leur enfant ou à leur ado, ça a un lien aussi direct. Je vous dirais aussi qu'il y a ça c'est mon biais, le bien-être psychologique qui est vécu à travers la famille. Ça peut être très, très différent si on a des problèmes de santé mentale au niveau de la famille. Juste imaginer l'impact que ça peut avoir si, par exemple, la maman est en dépression sévère, puis il s'agit d'une famille monoparentale où la maman n'a pas beaucoup de soutien. Alors, c'est sûr que ça peut être très, très difficile si elle ne parvient pas à obtenir de l'aide, d'assurer l'encadrement, d'assurer le soutien pédagogique de son enfant par rapport à l'école. Peut-être que la motivation première, ce ne sera pas la réussite éducative de ses enfants nécessairement. Donc, c'est sans jugement sur la maman, mais d'être capable de comprendre qu'il peut y avoir des facteurs de risque qui vont venir moduler là, le niveau de disponibilité affective puis physique du parent pour le faire. Puis aussi, ce qui va avoir un impact sur la motivation, c'est le type de relation à travers les membres de la famille. Puis ça peut être aussi positif, pas nécessairement négatif. C'est sûr que quand on a un membre de la famille qui est un facteur de réussite, qui est un facteur de fierté, bien, on peut prendre exemple sur celui qui, par exemple, remet ses travaux à temps, fait bien le travail, mais ça peut aussi devenir un facteur de stress pour l'élève qui est, disons, en difficulté ou pour qui l'école est peut-être un peu moins important ou que ça représente une charge de travail supplémentaire. Donc, il ne faut pas que ça devienne non plus nécessairement une source de pression supplémentaire. Fait que déjà, les enjeux interactionnels vont avoir un impact sur la motivation des élèves. Je m'en rappelle, moi, quand j'étais petit à Bernard-Garriépi, j'étais dans la classe CPC qui aidait les autistes dans leur cheminement. Et je me rappelle des petits... moi, j'avais un bon environnement familial qui m'aidait, qui voulait que j'aille plus loin. Mais j'en remarquais dans la classe qui avait vraiment un mauvais soutien familial, genre ils n'ont vraiment pas eu les mêmes problèmes que j'ai eus. Donc, j'ai remarqué cette différence avec d'autres élèves dans ma classe à cette époque. Puis, je comprends que parce que c'était au secondaire, c'est quand même des écarts qui se sont maintenus même jusqu'à l'adolescence aussi. Alors, tu sais, on les remarque encore à l'adolescence. C'est souvent une période où on se dit, bien, les jeunes se distancient de leurs parents, les parents ont un rôle moins important à jouer, puis je m'inscris en faux contre ça parce que les parents ne sont pas moins importants à l'adolescence. Le rôle du parent, son rôle d'accompagnateur, il est aussi important. Ça sera juste fait avec des moyens qui sont différents, mais de savoir qu'on a quelqu'un pour qui ça compte, que l'on réussisse ou que l'on ne réussisse pas, bien, ça a de l'importance. Donc, de savoir que tous ces efforts-là sont faits, c'est bon pour maintenir la motivation intrinsèque de l'élève, mais pour certains, ça fait une différence de savoir que son parent est fier de lui parce qu'il réussit, parce qu'il s'est amélioré, parce que quelque chose pour lequel c'était difficile, bien maintenant, il parvient à le faire tout seul puis à le faire sans aide, par exemple. Fait qu'on a raison de se réjouir à travers tout ça. Donc, j'ai envie de dire que même à l'adolescence, le soutien parental est extrêmement important. C'est juste qu'il ne s'articule pas nécessairement de la même façon. On ne fera peut-être pas la boîte à lunch, puis on n'ira pas reconduire à l'école en tenant par la main, mais il y a d'autres façons d'être supportant, d'être aidant, puis qui vont avoir un impact sur le niveau de motivation puis d'engagement scolaire. Sinon, avez-vous constaté une différence dans le moral des étudiants depuis la pandémie? J'ai eu beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là parce que je vous dirais qu'en fait, si je regarde au niveau développemental, l'adolescence, c'est vraiment une période de construction identitaire puis une quête de sens. On est quand même dans un contexte pour lequel c'est difficile de donner du sens. Hein? Le contexte pandémique est assez particulier. Donc, je vous dirais que depuis le début de la pandémie, il y en a beaucoup qui sont affectés par les mesures de distanciation sociale, les mesures de confinement qui les privent d'un paquet de choses importantes, puis surtout d'opportunités de développement positif qui vont être à l'extérieur de leur famille. Donc, j'ai envie de dire que quand ils vivent des moments difficiles,
ou plus stressants. Il y en a beaucoup qui vont aller chercher du soutien auprès de leurs amis pour essayer de diminuer leur niveau de stress. Mais quand les moments de socialisation sont plus limités, bien, je vous dirais que chez certains jeunes, ça va aller précipiter l'apparition de certains symptômes dépressifs ou certains symptômes anxieux. Je veux quand même nuancer. Je ne vous dis pas que tous les jeunes deviennent dépressifs et anxieux. Ce n'est pas du tout mon propos, mais on remarque plus de symptômes à ce moment-là. Est-ce qu'en contexte de la pandémie actuelle, est-ce que c'est plus difficile pour vous de motiver un élève qui est découragé par son parcours scolaire? C'est très variable, puis je vous dirais que ça dépend de l'élève. Parce que j'ai envie de dire que pour les jeunes qui me sont confiés, il y a une grande hétérogénéité des facteurs. Les motifs de consultation sont aussi très différents. Mais je reviens un peu à l'explication que je vous disais tout à l'heure, qui n'est pas du tout scientifique, mais qui ressemble à ma pratique actuelle ici. Là, le 30 un tiers. Fait que je vous dirais que j'ai un 30 de jeunes qui, à un moment donné, vont vivre une détresse un peu plus importante. Puis ça, c'est plus important que par les années précédentes, je vous dirais. Un 30 qui a très peu de symptômes, puis que ça va bien de ce côté-là. Mais de motiver un élève découragé, je vous dirais que ce qui était très décourageant pour beaucoup de jeunes puis qui est venu affecter la motivation, ce sont les recommandations du ministre quand il a changé les périodes, qu'il a changé les étapes puis les pourcentages d'affectation. Pour les jeunes qui sont fragilisés dans leurs résultats scolaires, ça, c'est plus difficile. Habituellement, au secondaire, on a la première étape qui vaut 20 de la note finale. Deuxième étape, 20 puis dernière étape, 60 Fait que vous comprenez qu'en faisant un 35-65, les jeunes qui se retrouvent en échec, quand il y a déjà 35 qui est plus que le tiers, contrairement au cégep où on n'a pas une date limite pour un abandon de cours sans être pénalisé, vous me voyez venir un peu. Fait que oui, pour certains élèves pour lesquels c'est très difficile puis qu'on ne peut pas mettre toutes les mesures de soutien qu'on avait avant, ça peut être plus difficile de soutenir la motivation scolaire. Alors, d'emblée, ce ne sera peut-être pas le premier sujet qu'on va aborder parce que c'est rarement le motif de consultation, mais pour être capable de maintenir l'engagement puis de maintenir les efforts pour les garder engagés puis se dire, écoute, ton année n'est pas jouée, mais voici ce sur quoi tu dois redoubler d'ardeur, c'est important. Mais je vous dirais que ce qui est très difficile, ce qui est assez tabou dans le milieu scolaire, c'est que les gens pensent que parce qu'on va motiver les jeunes, bien, ils vont réussir. Mais si les jeunes réussissent, on va les garder motivés. Alors, organisons-nous pour leur donner toutes les chances de succès et que ça fonctionne. Parfait. Merci. Mais dans le fond, vous dites justement que en étant secondaire 1 et 2, les facteurs de motivation scolaire ne sont pas les principaux, évidemment, mais j'imagine que justement, les principaux, ça va justement être par rapport à la réussite scolaire, parce que si quelqu'un réussit, ben, il va rester accroché, tandis que s'il ne réussit pas, ben, il va rester plus décroché dans le sens. Enfin, mais est-ce que ça serait... Qu'est-ce qui serait, en fond, le facteur principal de consultation de... Bien, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une hétérogénéité, c'est très différent, mais je peux vous dire que cette année, 100% des jeunes qui me sont référés ne le sont pas pour la motivation scolaire. Dans mes 20 années de pratique, on m'a peut-être 2 fois référé un élève parce qu'il n'était pas motivé. Ce n'est pas la source de référence. Ça peut être surprenant parce que c'est quand même le thème central des questions que vous m'adressez, mais en fait, ce n'est pas le premier facteur. La majeure partie des jeunes qui me sont référés le sont parce que où on suspecte une difficulté au niveau de la santé mentale, où il y a un fléchissement au niveau du bien-être psychologique, où il y a des conduites qui ne seront pas appropriées, où on va suspecter des troubles d'apprentissage parce que là, on parle de prise en charge puis de suivi psychologique, mais il y a une partie aussi de mon travail qui est de conduire des évaluations cognitives, des évaluations intellectuelles, des évaluations pour un trouble du déficit de l'attention. Au niveau de la santé mentale, c'est la même chose. Donc, je vous dirais que c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, mais cette année, aucun des élèves ne m'a été référé parce qu'on voyait chez eux une baisse de la motivation. Dans la pratique que moi j'ai, c'est que la motivation va fléchir, va fluctuer, va bouger en fonction de d'autres facteurs, mais ce n'est pas la raison première pour laquelle on me confie un élève. Puis même, parce qu'on est quand même dans un contexte où la loi sur l'instruction publique oblige les jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans de fréquenter l'école.
Mais je vous dirais qu'il y en a qui arrivent avec un sac à dos assez rempli de problèmes personnels, de problèmes psychologiques, puis que s'ils étaient adultes, peut-être que de fois, de temps en temps, ils prendraient peut-être une journée de congé, de maladie pour y arriver, pour essayer de se délester de ces plures d'oignons-là qui sont difficiles, ce qu'ils ne peuvent pas faire non plus. Mais il y a certains moments, d'un jeune qui serait en refus scolaire, par exemple, au niveau de l'anxiété sociale, bien, toutes les formes d'évitement vont être bonnes pour ne pas remettre les pieds à l'école non plus. Il ne faut pas négliger cet aspect-là nécessairement. C'est pour ça que plusieurs chercheurs ont cette recommandation-là de prolonger l'âge de fréquentation à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans de différentes façons. Il y a d'autres endroits dans le monde où les jeunes vont à l'école plus longtemps que 16 ans. Je pense que ce serait une façon de soutenir, puis de la motivation, puis de favoriser des parcours qui vont se prolonger plus longtemps ou d'avoir plus de temps pour y arriver, par exemple. Puis vous, est-ce que vous seriez en faveur de cette loi-là, mettons, si elle passe? Bien, moi, je pense qu'il y a des avantages, puis il y a des inconvénients. Puis je pense que pour certaines clientèles, ça pourrait être une avenue importante à explorer. Il faudrait voir. Est-ce que nous, on les met à l'école trop tôt aussi? Ça aussi, ce serait à explorer puis à voir aussi. Je pense qu'il faut aller voir les facteurs de réussite ailleurs puis de voir qu'est-ce que ça a amené comme conséquence pour nous permettre de prendre une décision éclairée. Parfait. Dans le fond, on se demandait comment on pourrait prévenir justement le décrochage scolaire en âge où que c'est légal de justement décrocher l'école. Bien, en fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il n'y en ait pas, qu'importe l'âge de décrochage scolaire. Ça, ce serait l'idéal. Mais vous comprenez que c'est un sujet qui est très, très vaste, qui a été étudié depuis très, très longtemps, puis même pour lesquels les acteurs dans la vie sociale aussi se sont penchés pour essayer d'inclure le plus possible de gens pour réfléchir à cette situation-là, pour le faire. Donc, c'est vraiment une question qui est vaste, qui est large. Plusieurs chercheurs se sont attardés là-dessus, puis on a compris que pour prévenir le décrochage scolaire, il n'y a pas une seule chose, c'est multifactoriel. Juste dans les exemples que je vous apportais, puis dans les facteurs que je vous donnais tout à l'heure, il y a les facteurs relatifs aux enseignants, les facteurs relatifs aux familles, il y a aussi les caractéristiques individuelles, il y a le milieu socio-éducatif dans lequel les enfants, les adolescents, vous, comme adulte, vous vous retrouvez aussi, parce que là, on parle de ce que moi je connais, mais j'ai aussi cette sensibilité-là parce qu'il y a ce qui se passe au cégep, il y a aussi toute la persévérance que ça prend au niveau universitaire aussi. Donc, il n'y a pas un âge précis pour le décrochage, mais je crois qu'actuellement, quand on donne la parole aux adolescents, il y a vraiment plusieurs besoins qui ressortent et qui doivent être pris en considération par le milieu scolaire. Donc, il y a tout ce qui va toucher les besoins émotionnels. Donc, j'ai peut-être plus une réponse qui est écosystémique, là, le jeune ou l'élève ou l'étudiant, dans sa famille, dans son école, dans sa communauté, dans son environnement. Il y a même des décisions au plan gouvernemental qui vont avoir des impacts sur le décrochage ou pas, sur le maintien et la persévérance scolaire aussi. Donc, il faut tenir compte... il faut vraiment tenir compte de tout ça. Donc, les besoins émotionnels, au niveau de l'environnement aussi, c'est super important de reprendre contact. La socialisation va avoir un impact aussi également de ce côté-là. Donc, je pense que c'est vraiment multifactoriel, puis je n'arrive pas à vous donner une seule réponse, mais je crois que tous ces systèmes-là doivent être pris en compte, puis parce que tout ça, c'est corrélé. Puis ça a des impacts les uns sur les autres. Parfait, merci. Sinon, l'obligation du port du masque, est-ce que ça peut démotiver ou déconcentrer les jeunes élèves? C'est pas tant le port du masque que les adultes que nous sommes dans l'école qui leur rappelons de le porter correctement ou non. Alors, je n'ai pas entendu d'élève qui a dit « je ne suis pas motivé, ça nuit à ma concentration », mais plusieurs élèves se plaignent qu'il fait chaud, puis plusieurs élèves se plaignent que le masque n'est pas très, très adapté à leur physionomie, donc ils ne le portent pas correctement. Alors, on a quand même cette obligation-là de rappeler comment il se porte puis comment le faire. Mais il y a des fois où on a le dos tourné puis le masque qui descend sous le nez, là. Alors, on doit faire beaucoup, beaucoup d'interventions. Donc, ce n'est pas tant le port du masque démotivant mais les ados se plaignent plus que c'est chaud puis qu'ils n'ont pas envie de le porter, mais pas pour des raisons de motivation ou pour des raisons là, de distraction.
Je vous dirais qu'au primaire, où je me trouve aussi, puis au préscolaire, les adultes le portent, puis c'est un frein aux interactions sociales. Juste la lecture des émotions. Imaginez mes collègues qui sont orthophonistes et qui travaillent dans nos maternelles 4 ans ou maternelles 5 ans, le frein que ça peut représenter que le port du masque ou de la visière, d'être capable de réinvestir en classe puis d'amener l'élève à regarder son enseignante puis par les expressions faciales qui est là, mais derrière un masque puis une visière. Vous comprenez un peu les impacts que ça peut avoir. Donc, au primaire aussi, il y a des impacts réels. Là, il commence à faire beau. Les jeunes sortent un peu aux périodes de récréation au secondaire. Il reste un 15 minutes aussi à l'heure du dîner, là, après le dîner à l'intérieur. Donc, on leur demande de maintenir le port du masque, mais le fait qu'il y ait des courants d'air, c'est un peu moins chaud et c'est un peu moins insupportable, je vous dirais. Parfait. Puis sur 10, il y a combien d'élèves qui vous parlent qu'ils se sentent seuls et démotivés? Bien, démotivé, comme je vous le disais, ce n'est pas le premier facteur. C'était plus la lassitude qui rentrait en ligne de compte, là, mais j'estimerais peut-être à peu près à 1 sur 10. L'idée de la solitude. Solitude parce que pas de contact physique réel, mais beaucoup sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc vont venir compenser une partie de ces contacts-là, mais en distanciel, par exemple. Est-ce que vous pensez que l'interaction des réseaux sociaux peut remplacer l'interaction sociale réelle? Dans le sens, est-ce que ça peut bien substituer à ça? Parce que moi, personnellement, exemple, je trouve que c'est beaucoup mieux d'être avec des gens en personne que justement, par exemple, sur des réseaux sociaux. Fait on dirait que je suis étonnée de savoir que pour eux, ça remplace bien. Bien, je dis une méthode de substitution, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est pas parce qu'eux disent que ça leur fait du bien que nécessairement ça fait du bien aussi, parce qu'on peut avoir des perceptions erronées aussi. Mais j'aurais envie de dire, là, dans le cas où on ne peut pas voir nos familles, puis qu'on aurait, par exemple, une famille en Beauce, une famille en Outaouais, ou des amis avec qui on a rencontré, par exemple, dans un camp d'été l'été dernier, puis qui habitent à Tadoussac, par exemple, bien, le fait de pouvoir les voir par Teams, par Zoom ou d'être capable de le faire, on maintient un contact. J'ai envie de dire, ce contact-là est mieux que de ne pas en avoir du tout ou que d'attendre une lettre à la poste pendant 3 semaines, par exemple. Ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait. Mais c'est sûr que l'utilisation des réseaux sociaux, ça ne demande pas les mêmes habiletés que de devoir échanger en face à face, que de tenir compte des réactions de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Fait que pour moi, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Beaucoup de jeunes se permettent de dire ou de faire sur les réseaux sociaux qui ne se permettraient pas de le faire nécessairement. Fait que je n'ai pas envie de démoniser les réseaux sociaux parce que quand on en fait une utilisation juste puis une utilisation responsable, ça peut être un bon vecteur, mais je veux dire, c'est très frustrant de ne pas pouvoir prendre son chum ou sa blonde dans ses bras à l'école, de se tenir par la main comme les jeunes avaient l'habitude de le faire avant, puis de se faire des accolades pour le faire. Il n'y a rien qui remplace ça, effectivement. Puis, j'ai une autre question. En fait, je me demandais, est-ce que la transition du primaire au secondaire a eu des impacts au niveau de la motivation scolaire des étudiants? Oui. Oui, effectivement, c'est la conclusion à laquelle arrive une équipe de chercheurs à l'Université de Montréal. Je pourrais vous donner le lien des études parce qu'il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, en fait. Et puis, les résultats de l'étude vont démontrer, en effet, que la majorité des élèves vont connaître une diminution marquée de leur motivation pour les études, notamment en lecture puis en mathématiques au passage du secondaire. Donc, les filles, les élèves à risque, puis ceux qui sont issus de milieux un peu plus défavorisés, je vous dirais, sont ceux qui sont les plus particulièrement touchés. Donc, il y a plusieurs élèves, autant garçons que filles aussi, qui vont rencontrer là, des difficultés importantes au niveau de l'adaptation à leur nouvel environnement scolaire. Puis ça a un impact sur le développement des compétences en lecture, des compétences en mathématiques, et qui vont se poursuivre, mais à un rythme plus lent, par exemple. Mais je vous dirais que l'étude a aussi permis, ça c'est le volet peut-être un peu plus négatif, mais la même étude a aussi démontré que quand on met des mesures en place,
c'est notamment ce qui a été fait à la commission scolaire de l'île de Montréal. Ça peut minimiser les effets négatifs de la transition, mais ça ne l'atténue pas tout à fait complètement non plus. Donc, il y a des mesures qui visent le personnel enseignant. Donc, on va essayer d'harmoniser les pratiques entre les enseignants, par exemple, de 6e année puis les enseignants de secondaire 1, donc pour favoriser une meilleure transition. L'autre chose, c'est qu'on va donner des formations qui vont être similaires au niveau de la didactique des enseignants pour qu'il y ait une continuité entre ce qui se fait au primaire puis au secondaire. Il y a tous les enjeux aussi qui sont reliés là, à la transition. Donc, d'assurer une bonne communication avec les parents aussi, c'est la même chose, puis d'assurer un système de suivi au niveau des devoirs et leçons qui vont venir atténuer ça là, de ce côté-là. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître que ces mesures-là vont être efficaces dans la mesure où dans l'école secondaire, on va être capable de créer un climat de bienveillance, un climat beaucoup plus personnel qu'impersonnel, par exemple, puis de faire en sorte aussi d'établir des relations chaleureuses, d'avoir un adulte pour qui ça compte. Donc, l'aspect relationnel va avoir un impact important. Sinon, pour notre dernière question, on se demandait quel serait le meilleur conseil que vous donnerez à une personne qui irait vous voir et qui vous demanderait des trucs sur sa motivation scolaire? En tout cas, ça me sort de ma zone de confort parce que, comme je vous le disais, comme ce n'est pas le motif pour lequel les jeunes me consultent, mais si j'avais à leur faire, c'est de se fixer un objectif et de passer à l'action. Parce que si on procrastine, qu'on remet à demain, qu'on pense que ce serait mieux que, puis qu'on ne le fait pas, ça devient très, très difficile. Je pense qu'on doit avoir un objectif clair, un objectif réaliste, un objectif qui se mesure, à notre mesure également, puis de passer à l'action, de mettre des moyens de l'avant pour arriver à atteindre cet objectif-là. Puis si on pense que c'est difficile tout seul, pas hésiter à consulter puis à demander de l'aide. Ce serait ça, mon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait partie de notre podcast. Est-ce que ça répond à vos attentes? Oui, c'était vraiment oui. intéressant.